non seulement n'en sont pas, mais voire participent d'une certaine manière à le légitimer. Oui, la question de la montée des nationalismes, des meurtres de masse, etc., pose à mon avis deux questions différentes qui sont là entrelacées. La première question, c'est en définitive la capacité pour des forces traditionnelles, des forces réactives, des forces du vieux monde, d'organiser une partie des gens et en effet une partie de la jeunesse. Une partie de la jeunesse, en fait, massivement de la jeunesse populaire, de la jeunesse déshéritée. Et ce qui me frappe dans ces affaires, et sur quoi on ne met pas assez l'accent, me semble-t-il, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, les jeunes qui sont embrigadés au nom de schémas traditionnels de type religieux, archaïque, etc., acceptent de laisser leur vie dans l'affaire. C'est-à-dire, ce sont non seulement des meurtriers, mais ce sont des suicidaires. Et au fond, ils sont à ce point mus par, on pourrait appeler l'instinct de mort, finalement, qu'il s'agit autant de leur propre mort que de la mort des victimes innocentes qui sont saisies dans ces atrocités. Et donc, là, il faut bien dire que c'est comme si, c'est ce que Marx disait, il y a des moments où le mort saisit le vif. Il y a des moments où la déshérence, le désespoir, l'incapacité justement de faire quelque chose dont on ne sait pas capable, etc., est transformé en capacité de mobilisation suicidaire, mortifère. Au fond, c'est une parodie de l'action créatrice, ça. Au lieu d'être l'action qui crée quelque chose, c'est l'action qui détruit quelque chose. C'est donc le triomphe absolu de la négativité dont nous parlions tout à l'heure. Ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on accepte qu'il y ait du négatif et rien d'autre, purement et simplement. Et dans ce négatif, on s'engloutit soi-même. Et au fond, on enveloppe tout l'acte dans un triomphe morbide, massacreur et suicidaire. Alors, il faut demander d'où ça sort, ça. Et je pense qu'il faut quand même que des jeunes gens, ils ont souvent entre 25 et 30 ans, les tueurs, il faut que ces jeunes gens soient sérieusement désorganisés mentalement, désorganisés du point de vue symbolique, désorganisés quant à ce que peut être leur place quelque part, pour que finalement ils considèrent que la plus magnifique chose à faire est d'installer la mort, et d'installer en vérité rien d'autre que la mort, y compris la leur propre. Et ça, je crois que c'est le premier aspect des choses, c'est-à-dire, c'est au fond que quand une tradition est dépassée, elle ne peut plus agir que sous la forme de la mort, finalement. Elle est elle-même comme un cadavre. Et comme elle est comme un cadavre, ses disciples sont des agents de la mort, finalement. Et donc ça signifie quand même que dans le monde comme il est, la modernité capitaliste, occidentale, enfin, etc., a créé dans des zones périphériques, et même à l'intérieur d'elle-même, une zone de mort. Une zone de mort. Dont elle se lave les mains. Elle s'en sert pour sa propre propagande. Mais ça signifie quoi, ça? Ça signifie au fond que la modernité capitaliste est une mauvaise modernité. Et c'est un thème que je mets souvent en avant. L'échec du communisme, ça a été d'être incapable de créer une modernité nouvelle. En réalité, c'est ça son échec. Au lieu qu'il se soit présenté comme la nouvelle puissance créatrice, inventive, à tous les niveaux, il s'est montré comme une puissance qui, à certains égards, cherchait à rattraper les autres, au contraire. On a vu des mots d'ordre, effectivement, aussi bien en Chine qu'en Russie, qui étaient des mots d'ordre de rattrapage économique de l'Occident, en réalité. Mais s'il n'avait que ça à faire, rattraper économiquement l'Occident, y compris par des moyens nouveaux, en effet, nationalisation, etc., ça n'était pas une nouvelle modernité. Il n'était pas en état de porter un nouveau projet de civilisation, pour dire les choses comme elles sont. Et s'il ne le portait pas, ce nouveau projet, cette nouvelle modernité, alors la modernité resterait quand même du côté du capitalisme. Et ça, c'est le deuxième point, et je pense que ce point est très important parce que, au fond, les jeunes
embrigadés dans les nouvelles figures identitaires, dans les partis fascistes, nationalistes, dans les brigades de tueurs fanatiques musulmans, dans Daesh, etc. Les jeunes qui sont embrigadés là-dedans et qui sont donc au service de la mort, ce sont ceux qui, au fond, protestent de façon violente, sanglante et vaine contre la modernité capitaliste occidentale, à défaut de toute autre modernité véritable. Et ça, c'est le prix payé, croyez-moi, c'est le prix payé à la disparition de l'idée communiste. Parce que l'idée communiste, jusqu'à la fin au milieu du XXe siècle, elle a été pour tout le monde porteuse de l'idée qu'une nouvelle figure de la modernité était possible, qui n'était pas la figure de la modernité par l'enrichissement, la rivalité, la concurrence et le capitalisme, mais au contraire par la fraternité, la collectivité et les 4 principes que j'énumérais tout à l'heure. Et le défaut de cela laisse la place libre pour que toute une partie de l'opposition mortifère et violente à la modernité occidentale se fasse sous le signe de la mort et de la réaction. Et justement, à ce sujet, vous évoquiez le zonage, qui est ce que vous décrivez comme une des nouvelles pratiques impérialistes. En quoi ces pratiques, elles diffèrent de l'impérialisme classique, finalement, du temps de la conférence de Berlin? Est-ce que vous pouvez... Oui, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est que le monde n'est plus organisé par l'impérialisme au sens classique du terme. Alors, qu'est-ce que j'appelle le sens classique du terme? C'était l'occupation militaire et administrative de pays entiers par des grandes puissances. Vous savez qu'à la conférence de Berlin en 1885, l'Allemagne, l'Angleterre et la France, principalement, découpaient les continents en morceaux et se les répartissaient comme on fait d'une tarte. C'était ça la conférence de Berlin en 1885. C'est-à-dire, voilà, le Congo a un tel, là, de ce côté c'est les Français, de ce côté c'est les Anglais, etc. Ce que l'Afrique paye encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec des frontières qui n'ont... Ce que l'Afrique paye encore aujourd'hui avec des frontières qui sont totalement... Absolument, mais même le Moyen-Orient aussi. Les frontières du Moyen-Orient sont ici des frontières entièrement artificielles, décidées après la guerre de 14 dans ces mêmes conditions. Donc, et ça c'était le colonialisme en son sens strict. Et au fond, le pouvoir militaire et policier et administratif s'installait dans des pays entiers, et il y avait une métropole qui avait tous les droits, en fait, dans ce partage. Alors, il y a eu une contestation planétaire de tout ça après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des luttes de libération nationale, il y a eu, nous avons bien connu ça, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, il y a eu des révoltes dans les pays considérés, et puis il y a eu l'apparition de nouveaux concurrents, hein, les États-Unis, etc. Et donc, l'espèce de monopole franco-anglais sur le partage du monde a commencé à sombrer comme un vieux navire, et les conditions, par conséquent, d'exploitation des pays dits du tiers-monde a changé. Et au fond, aujourd'hui, on ne procède plus guère à l'occupation militaire, administrative complète d'un pays. C'est pas comme ça que ça se fait. Alors ça se fait comment? À mon avis, il y a 2 choses. La première, la plus simple et la plus répandue, c'est d'installer au pouvoir des gouvernements corrompus, des gouvernements achetés par la modernité qui est la nôtre, et d'obtenir d'eux qui fassent le boulot, quoi, hein. Le boulot, ça consiste à laisser les grandes firmes occidentales ou japonaises, ou même aujourd'hui chinoises, ça veut dire occuper et piller les richesses locales. Voilà. Et puis il y a une autre façon de faire qui est de créer des zones de non-droit total. C'est-à-dire de détruire des États, littéralement. De détruire des États et de créer des situations dans lesquelles pendant des décennies, au fond, on a la circulation de bandes armées diverses, des interventions occidentales, etc. Presque tout le Moyen-Orient est aujourd'hui traversé par des situations de septembre, puisque en réalité, l'État irakien a été détruit, l'État syrien est également détruit. Tout cet espace-là est offert aux interventions diverses. Et quant à nous, nous nous sommes chargés personnellement de détruire la Libye, qui est transformée aujourd'hui en un champ de foire pour milices diverses, et en a pour des vingtaines d'années à le faire, ce qui permet de traiter la question du pétrole de façon différente.
Parce que vous savez, c'est plus facile de traiter avec une bande armée que de traiter avec un État un peu solide, après tout. Donc, si une bande armée occupe les zones pétrolières, vous allez l'acheter, vous allez lui fournir des armes, vous allez lui passer la main dans le dos, et vous allez en échange être celui qui tire le pétrole. Si ce n'est pas le pétrole, c'est le diamant, c'est l'uranium, etc., etc. Ça, c'est ça que j'appelle le zonage. La création de zones, qui ne sont pas des pays constitués, mais plutôt des débris de pays et d'États, dans lesquels les ressources locales sont abondamment pillées par les puissances intéressées à le faire. Au fond, une large partie du Moyen-Orient et la quasi-totalité de l'Afrique est dans cet état. Non, juste sur cette question du zonage et sur cette nouvelle pratique impériale, est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé en Grèce, contre le gouvernement Tsipras, etc., cette véritable dictature de Bruxelles, etc., constitue une sorte de nouvelle pratique impériale contre un pays qui est sorti du rang, quoi? C'est ce qui a été suggéré, et je crois que c'est en partie vrai. C'est d'une certaine manière une application du zonage à un pays retardataire, disons, de l'Europe constituée, et l'imposition extérieure d'un régime de gouvernement qui n'a d'indépendance que le nom. Vous savez que la Banque nationale grecque est occupée, littéralement occupée par des fonctionnaires européens, hein, qui contrôlent tout ce qui se passe. Donc l'indépendance nationale de la Grèce, c'est pas plus grand-chose. Hein. Donc c'est vrai que ça ressemble à ça, et ça veut dire l'imposition d'un régime économique dicté du dehors à la population et au gouvernement. Et ce qui, moi, m'a frappé, m'a ému, vraiment, c'est la capitulation de Tsipras et du gouvernement de Syriza. Parce que vous savez que Syriza était une organisation qui avait surgi des mouvements de masse en Grèce, vraiment, avec d'ailleurs dans ses rangs de nombreux communistes, de ce qu'avait été le grand parti communiste grec. Donc on avait là l'apparence d'une chance nouvelle, d'une force qui allait quand même en Europe pratiquer une politique distincte, et finalement c'est pas ce qui s'est passé. Tsipras, après avoir beaucoup discuté, s'est incliné devant les réquisites européens et est en train encore aujourd'hui de faire passer de nouvelles mesures d'austérité. Alors c'est l'austérité infinie, l'austérité définitive. Et ça, de fait, ça ressemble beaucoup au nouveau type de pratiques impériales. Et pour terminer quand même sur une note positive et porteuse d'espoir, on va dire, Marx disait les prolétaires n'ont pas de patrie. Et c'est vrai que c'est plus que d'actualité aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer avec les migrants. Et justement, on disait tout à l'heure, face à cette oligarchie qui est très soudée, très minoritaire, très mondialisée, comment, dans un contexte où les peuples sont en proie aux divisions identitaires, etc., comment réactiver cette conscience internationaliste? Écoutez, je vais vous dire les raisons de mon optimisme stratégique. Premièrement, il faut quand même se référer à quelques chiffres. Dans nos pays, on a parfois l'impression que la force ouvrière a été laminée, a disparu, etc. Il faut savoir que c'est parce qu'il y a eu une désindustrialisation forcenée de notre pays. Et ce n'est pas seulement nous. Même aux États-Unis, il y a eu une désindustrialisation forcenée. Mais il ne faut pas que notre regard soit dans la trou de serrure de l'Occident. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui dans le monde plus d'ouvriers, au sens de la classe ouvrière objective, plus d'ouvriers qu'il n'y en a jamais eu. Et que pour la première fois, les dernières statistiques indiquent que les ouvriers, aujourd'hui, à échelle mondiale, représentent plus de la moitié de la population active. Alors, on a plus de raison de parler de l'importance, de la possibilité, etc., de la classe ouvrière aujourd'hui qu'on en avait du temps de Marx. Parce que du temps de Marx, toutes les sociétés, sans exception, étaient dominées par la paysannerie. Même en France, vous aviez pratiquement 60% de paysans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui à échelle mondiale. Évidemment, à peu près la moitié de ce prolétariat mondial est en Asie. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Il
pour ça global. Enfin, il serait important de se souvenir qu'il existe et de faire tous nos efforts politiques pour que nous soyons en état d'inventer un véritable internationalisme. C'est maintenant que l'internationalisme est nécessaire, absolument nécessaire. L'idée que des problèmes vont être réglés à l'échelle française ou même européenne est une illusion qui ne produira que la répétition de ce qui existe. Il faut absolument que ce gigantesque prolétariat s'organise en tant que tel. Il faut ajouter qu'une partie considérable du prolétariat mondial aujourd'hui est un prolétariat nomade. C'est un prolétariat nomade, c'est-à-dire un prolétariat qui se déplace depuis son origine jusque dans des lieux différenciés et multiples. Le problème dit des réfugiés n'étant qu'une petite partie de ce problème beaucoup plus vaste qui fait que, y compris en France aujourd'hui, il y a quand même 6 ou 7 millions de gens qui sont en réalité issus des ouvriers qui sont venus ici depuis généralement le continent africain. Donc, nous voyons que, paradoxalement, d'un point de vue objectif, les motifs politiques fondamentaux du marxisme sont plus vrais aujourd'hui qu'ils ne l'étaient du temps de Marx. Aujourd'hui, l'économie, le marché mondial, est bien plus international qu'il n'était du temps de Marx. Alors qu'il parlait déjà, lui, du marché mondial. Mais marché mondial, c'est vraiment maintenant. Prolétariat mondial, c'est vraiment maintenant. Simplement, bon, on n'est pas le centre de gravité de la chose. C'est pas la France et l'Angleterre, c'est la Chine ou c'est l'Inde. Enfin, ça n'en est pas moins vrai. D'autre part, l'incapacité du capitalisme à assurer à l'ensemble de l'humanité une survie convenable, c'est maintenant aussi. Parce qu'il existe dans le monde aujourd'hui 2 ou 3 milliards de personnes qui ne sont rien. Ils ne sont ni propriétaires de terre, ni paysans sans terre, ni salariés, ni ouvriers, ni naturellement propriétaires de quoi que ce soit. Et c'est cette masse nomade qui réalimente constamment le prolétariat dans tous les pays, y compris le nôtre. Donc, il ne faut pas perdre courage. Les facteurs objectifs, y compris le fait que le capitalisme déchaîné crée des inégalités qui ne peuvent plus indéfiniment continuer. On ne peut pas imaginer quand même à un moment donné qu'un capitalisme où une personne posséderait ce que toutes les autres possèdent quand même. Alors la concentration du capital qui est à l'œuvre de façon inimaginable aujourd'hui, notamment à cause de la crise, crée aussi une difficulté ou une impasse pour le capitalisme lui-même. Donc les facteurs objectifs sont favorables, le point faible est subjectif, il est idéologique, c'est un point faible de conviction. C'est la réussite, c'est ce que je pense, la réussite du capitalisme depuis les années 80 à échelle mondiale a été principalement une victoire subjective. Au fond, objectivement, il s'est développé, il a conquis les marchés, etc. Mais ça, c'était déjà le cas avant. Ce qui, par contre, il a conquis, c'est l'affirmation absolue que rien d'autre n'est possible. Voilà. Et la propagande dominante, écrasante, c'est vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez vous plaindre comme vous voulez, rien d'autre n'est possible. C'est la loi du monde. Voilà. Et ça, c'est une victoire subjective, écrasante. Et avec mes forces, j'essaie de combattre en tout cas sur ce point et de simplement réaffirmer non seulement que quelque chose d'autre est possible, mais que pour autant que l'humanité dans son ensemble veuille devenir autre chose que ce qu'elle est en train de devenir et qui est extraordinairement dangereux, périlleux, inégalitaire et intolérable, eh bien il faut accepter, assumer que quelque chose d'autre est possible que cette figure d'organisation de la société que nous connaissons. Voilà. Juste avant de donner la parole au public et que le public conclura cette exceptionnelle conférence avec vous, vous avez dans vos nombreux ouvrages philosophiques parlé de la question de l'événement et vous avez souvent dit que toute rencontre est un événement. Alors permettez-moi de vous dire à titre personnel, Alain Badiou, que ce soir, cette rencontre constitue pour moi un événement exceptionnel pour le jeune homme que je suis et je vous en remercie profondément. Qu'est-ce que je peux dire? On va passer là. Kevin, non, mais je peux le prendre tout seul, il n'a pas besoin de m'attendre, merci.
Alors, Alain Badiou, je confirmerai ce qu'a dit le jeune homme, moi qui suis moins que jeune que lui. C'est un événement exceptionnel. Alors, je voulais revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que finalement, le salarié, c'est le nouvel ilote de ce monde, l'occidental, je veux dire. Et il est devenu ce que Philippe Muret appelait le festibus festibus. Donc l'homme festif en permanence, il doit tout célébrer, etc., etc. Alors la question, si nous voulons gagner la guerre, car c'en est une, est-ce que la guerre commence pas par gagner la guerre sémantique, la guerre du langage et la guerre des mots? Oui, je pense que vous avez raison de poser ce problème. Une partie de la question est en effet une partie du savoir dans quel vocabulaire, dans quel lexique, dans quel phrasé nous nous situons. Parce que la corruption capitaliste, c'est aussi une corruption du langage. C'est un langage imposé, des figures langagières imposées, des mots fétiches. On a parlé de démocratie. Démocratie est devenue un mot fétiche, au fond. Et les mots fétiches, ça veut dire des mots dont le sens n'a plus guère d'importance, mais qui constituent une valeur en soi. Et une valeur capitalistique, si je puis dire. Un mot à vendre partout, quoi. Et donc cette question est tout à fait importante, et c'est pour ça que, comme toujours, l'adresse à la jeunesse, la corruption de la jeunesse dont vous parliez au départ, c'est-à-dire la question éducative, est une question tout à fait importante. Mais c'est très difficile aujourd'hui d'arracher le contrôle de l'éducation à l'ordre dominant, parce que il l'a fait passer de moins en moins par des institutions scolaires rationalisées que par des figures électroniques, si je puis dire, à la disposition immédiate de chacun des citoyens, qu'ils soient d'ailleurs enfants, adolescents ou adultes. Et là, sur ce terrain-là, nous sommes encore dans le balbutiement d'une riposte, d'une réponse, d'une alternative. C'est pour ça, et ça aussi, ça entre dans la victoire subjective du monde tel qu'il est, cette imposition d'une machinerie informative dont le principe est le désordre. Mais le désordre au sens le plus plat du terme, c'est-à-dire le désordre, pas le désordre créateur de quoi que ce soit. Ouais, le chaos. Voilà, quelque chose de chaotique, effectivement. Ou d'une certaine façon, en particulier, ça a été remarqué beaucoup, mais l'opération considérée longtemps comme essentielle, qui était de distinguer le faux du vrai, perd de son importance. Et il faudrait la reconstituer, ça aussi. Il faut reconstituer, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler la probité du langage. Est-ce que le langage est destiné à la création de vérités nouvelles, ou est-ce qu'il est destiné à la circulation de n'importe quoi? On va passer à une autre question. Bonsoir, voilà, question beaucoup plus simple que ça. Vous avez évoqué les vertus de 3 dates, 36, 45 et 81, en disant en fait ça permettait aux salariés d'être mieux protégés contre d'un point de vue maladie, d'un point de vue retraite, et puis ça a permis quelques nationalisations. Fondamentalement, ces 3 dates-là sont des dates dans lesquelles le pouvoir du capital n'était guère attaqué. Ce qui fait que, non pas en 37, mais dès juillet 36, par exemple, on ne soutient pas la République espagnole. Dès septembre 36, quasiment tout le... Je cite 36, quasiment tout le pouvoir d'achat est rebouffé, et la question coloniale n'est pas abordée. Et le capital conserve. Bref, c'est en contradiction totale avec les 2 grands projets révolutionnaires, le projet communiste et le projet anarchiste, qui sont la destruction de l'État bourgeois. Alors, je ne sais pas comment on peut replacer ça, peut-être que vous le replacerez avec plus de talent que je place talent verbal. Voilà, donc je tenais à affirmer ça.
Et d'autre part, ensuite, notre vieux Charles donnait une injonction aux philosophes, ça n'est pas de commenter le monde, mais de le changer. Et de ce point de vue-là, depuis le décès de notre regretté Daniel Ben Saïd, et puis que reste-t-il de ces philosophes qui ne veulent pas commenter le monde, mais le changer? Alors, sur le premier point, je me suis mal fait comprendre. J'étais parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire, j'avais simplement pris 3 exemples, en quelque sorte, maximaux des capacités de la procédure électorale d'introduire le changement. Et je remarquais, comme vous, que dans ces 3 cas, en réalité, il ne s'est rien passé d'essentiel et qu'au bout d'un temps très court, on a repris le cours des choses dans sa figure habituelle, et même en pire. Parce que c'est tout de même un symbole, à mon avis, extraordinaire que la Chambre du Front Populaire soit aussi la Chambre qui a investi le maréchal Pétain. Donc sur ce point, je suis d'accord. Sur le second point, moi, je suis absolument, évidemment, entièrement orienté dans l'idée que la fonction de la philosophie est d'aider à changer le monde. Je suis en même temps convaincu que ce n'est pas elle qui le change. Hein. Elle peut aider à le changer, mais ce n'est pas elle qui le change. Si je le pouvais, je le ferais, réellement. Mais le travail de la philosophie, c'est un travail d'analyse et de persuasion. Et ce que nous pouvons faire, c'est aider cela en indiquant d'abord une critique de l'ordre du monde tel qu'il est, en l'occurrence une critique du capitalisme mondialisé, et deuxièmement, le maintien ou le sauvegarde de l'idée qu'autre chose est possible, et après cela, nous entrons dans la politique proprement dite. Et la politique proprement dite, je l'ai toujours soutenue, ça n'est pas de la philosophie, c'est autre chose. Alors si vous me demandez que faire, je vous dirais, on change de registre et on fait immédiatement un meeting. Oui, vous avez parlé de l'extrême concentration du capitalisme avec 200 et quelques personnes face aux 3 milliards de très pauvres. Et vous n'avez pas abordé l'extrême concentration de la presse avec moins de 10 milliardaires dans le pays qui possèdent toute la presse. Vous avez dénoncé le coup d'État démocratique, par exemple, qui consiste à faire croire que le Front National va prendre le pouvoir, ce qui permet de voter n'importe comment, Macron en l'occurrence. Et c'est quand même le rôle, quand je dis la presse, je veux dire les médias, hein, voilà. C'est quand même le rôle des médias de faire passer à longueur de journée toutes ces paroles extrêmement antidémocratiques. Donc ça, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas abordé. D'autre part, vous avez dit que le pays, effectivement, était désindustrialisé, je m'excuse, je prononce encore mal, enfin, il y a moins d'industrie, quoi, voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de luttes sociales, hein, des femmes de ménage, des immigrés, des ouvriers. Pareil, bien évidemment, les médias en parlent peu, mais il y a des véritables luttes très fréquentes en France. Donc il y a là quelque chose d'important. Et d'autre part, j'ai eu l'impression, on a parlé de l'Égypte, etc. On a parlé, ce qui est très important, tout ce qui s'est passé. Mais il me semble qu'en France, là, le mouvement qui s'appelle la France Insoumise est porteur de choses intéressantes, qui n'a pas du tout été, comme l'impression que c'était un gros mot. Et c'est pas du tout pour faire un soutien de la France Insoumise. Il me semble qu'il y a des choses à analyser dans ce qui a été dit, de ce qui a été porteur d'espoir, même sans parler de Mélenchon, mais de tout ce mouvement réel, de cette dynamique extrêmement importante. Donc sur la presse, sur les luttes sociales très concrètes qui se passent au quotidien, et sur ce mouvement en tant que tel, même s'il est limité dans ce qu'on appelle les élections, enfin pas que, enfin, voilà, qui se base sur le terrain des élections, voilà, j'aimerais bien avoir votre impression. Oui, je pense que le cœur de votre question, c'est l'analyse de la situation politique en France, en réalité. Et moi, je considère en effet qu'il y a eu dans la dernière période des mouvements significatifs et importants, des luttes sociales importantes, mais je constate qu'elles ont, pour l'essentiel, été toujours sous le signe d'un mot d'ordre négatif. Ça a été le grand mouvement contre la loi sur les retraites, le grand mouvement contre la loi travail, et que, d'une certaine manière, à travers ces mouvements, il y a des inventions significatives, mais
je ne vois pas que ce mouvement soit traversé de propositions affirmatives décisives dans le champ politique, et je ne le vois pas en particulier se réclamer de référents idéologiques majeurs en la matière. Donc, je ne suis pas du tout en train de sous-estimer ou de dire qu'il ne se passe rien, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense que la limite de ce qui se passe doit faire partie de l'examen de ce qui se passe, voilà. Mais oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Je vous parlais de la régularisation des sans-papiers, etc. Je me suis occupé de ça pendant des années. Vous parlez à un véritable militant de cette chose-là. Donc ne croyez pas que je la sous-estime. Mais nous ne sommes pas là dans le travail véritable d'une organisation visant réellement à la transformation des fondements de la société telle qu'elle est. Absolument pas. Et la meilleure preuve, c'est que tout ça se fait en réalité dans des réseaux, dans des groupes, dans des figures latérales, dans des syndicats, mais pas dans des organisations politiques à proprement parler. Parce que le cœur du problème depuis les années 80, c'est que ce qui incarnait le corps de tout ça, a été pendant des décennies le Parti communiste. Il faut dire les choses comme elles sont. Et pour l'instant, rien ne l'a remplacé. J'en parle d'autant plus librement que je n'y ai pas été, je l'ai volontiers critiqué, etc., etc. Mais je reconnais qu'en même temps que sa disparition change l'espace politique général et qu'on ne voit pas par quel chemin aujourd'hui passerait son remplacement. Et c'est pas en arguant du réseau, en effet, très réel des résistances, des mobilisations et des élans que l'on peut pallier immédiatement cette carence. Ceci dit, je pense comme vous que peut-être nous pouvons penser que la longue période de restauration noire qui a suivi le virage mitterrandien de 83 et qui dure depuis 30 ans, on peut penser que divers signes en France et ailleurs indiquent que c'est peut-être fini et que peut-être nous allons entrer en effet dans une période plus inventive, plus créatrice dans le champ politique. Après tout, les anciennes configurations sont toutes mortes. Le Parti socialiste est enfin devenu le cadavre qu'il était depuis longtemps. Et en un certain sens, ceci déblaye aussi le terrain pour une invention, comme le prouve en effet l'attraction, l'électricité, si je puis dire, qui a entouré l'entreprise de la France insoumise. Donc je voulais simplement vous dire, ce sont des symptômes, ce ne sont pas encore des figures réelles, stabilisées, qui indiqueraient l'avenir. Monsieur Badiou, merci pour vos réflexions. Sans doute que vous n'avez pas eu le temps de développer votre pensée parce qu'elle me paraît très fragmentaire. Par exemple, lorsque vous évoquez la République, la Troisième République, comme étant la cause du colonialisme, c'était l'époque du colonialisme, on peut se rappeler que quand même nos amis anglais, qui étaient monarchistes à ce moment-là, ont été pires que les Français. Un exemple, en Australie, il ne reste plus que moins de 1% d'aborigènes. En Nouvelle-Zélande, moins de 1% de Maoris. Parallèlement, en Polynésie française, il y a 97% de Polynésiens. Alors bon, c'est une façon de dire simplement que la colonisation a fait partie de tous les temps. Je ne parle pas de l'Empire romain, de la Grèce, des conquêtes arabes, etc. Que c'est une manière de vivre des sociétés humaines. Alors ça, c'est un premier point. Au détriment d'autres sociétés humaines. Évidemment, toujours. Ah ouais. Toujours, c'est toujours la loi du plus fort. Peut-être qu'on pourrait avoir comme projet de mettre fin à ce type de pratique tout de même. Alors j'arrive à ce second point. Le projet de mettre fin à ce genre de pratique, c'est tout simplement de mettre fin à un système de prédation d'un individu par un autre individu qu'on appelle le capitalisme. Donc lorsque l'homme est ce qu'il est,
c'est lui qui a inventé ce capitalisme, c'est-à-dire cette déchirure à l'intérieur de l'être humain. Pensez-vous qu'il soit possible de changer le système capitaliste tant qu'on n'a pas changé l'homme? Alors, vous aviez évoqué la faillite du communisme. La faillite du communisme, moi je ne vois pas de faillite dans le communisme. Je vois simplement le remplacement de Staline par Lénine. Lénine qui était un véritable communiste, mais qui a demandé d'écarter d'ailleurs Staline à sa mort en 1924, ce qui n'a pas été fait. Mais on ne peut pas dire que l'Union soviétique après Lénine ait été communiste. D'autre part, pour rebondir sur chercher l'impossible dans la vie. Tant que l'être humain est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il court à la satisfaction de ses plaisirs biologiques, pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre l'inaccessible étoile? Est-ce que vous avez connaissance de l'œuvre de Sri Aurobindo, par exemple, qui était un grand philosophe également? Enfin, une dernière question, puisque vous avez parlé beaucoup du Parti communiste, je suis très étonné quand même que le Parti communiste, enfin ce qu'il en existe, ce qu'il en reste, ait appelé à voter pour le représentant du grand capital. Qu'en pensez-vous? Oui, alors je vais aller assez vite. Sur le premier point, colonialisme, et le second point, changer l'homme, comprenez, vous entérinez exactement, immédiatement la définition de l'homme qui est exactement celle sur laquelle repose le capitalisme. À savoir, l'homme n'est jamais qu'une bête qui court à la satisfaction de ses intérêts et de ses besoins. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Le Messie, vous avez dit, tant que l'homme sera cela. Eh ben voilà. Bon, ben il est évident que le projet c'est que de s'appuyer sur ce qui en l'homme n'est pas ça. Voilà. Et donc, on ne peut pas demander la transformation d'un système et pour condition préalable la transformation de l'homme, si justement l'homme est le produit de ce qu'il s'agit de transformer systématiquement, à savoir le citoyen, salarié et consommateur de la société capitaliste. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que moi, pendant 20 ans, j'ai vécu à l'étranger, dans des pays étrangers, et notamment j'ai passé 10 ans en Inde. En Inde, il y a des personnes qui se transforment elles-mêmes. On les appelle les yogis, les sadhus, peu importe, qui se fondent sur la tradition védique. Ces gens-là ont effectivement changé leur état de conscience, car il s'agit de conscience. Oui, alors bon. Alors évidemment, ça marche pas. Non, mais vous connaissez l'état, vous connaissez les chiffres sur ce qu'est l'Inde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont changé à l'Inde, les individus qui se sont si bien sculptés eux-mêmes, hein? Déjà, ils se sont changés eux-mêmes. Ben oui, et alors c'est pas de ça qu'on parle ici. Hein? Il y a certainement ici des gens qui se sont changés eux-mêmes, Dieu merci. J'ai précisément insisté sur le fait qu'il était possible de se découvrir capable de ce dont on n'était pas capable. Alors j'ai absolument parlé de l'acharnement de l'homme, vraiment. Pour terminer, on va prendre 3 questions pour que ensuite vous ayez le temps de dédicacer quelques livres dehors. Donc une là, donc 3 questions s'il vous plaît, et après on va attendre notre passe. Bonsoir Monsieur Badiou. C'est une question d'un agronome à un philosophe. Je suis attaché comme vous à l'idée que le communisme puisse être moderne et je m'intéresse particulièrement à la question du changement climatique. Parmi les 5 propriétés que vous avez énoncées de ce qu'est l'idée communiste, en tout cas pour moi le changement climatique, ça permet de poser la question du bien commun. Ça permet, deuxièmement aussi, de repenser le système technique, avec un risque, on en parlait tout à l'heure, avec la liberté, en tout cas d'imaginer des configurations locales qui sont innovantes. Est-ce que vous n'en avez pas parlé du tout? Alors, est-ce que pour vous, c'est aussi anecdotique, le changement climatique, ou est-ce que ça peut être porteur d'une opportunité pour nous renouveler? La question que je me pose à propos du changement climatique, c'est de savoir dans quelle mesure le mot d'ordre général, la mobilisation générale concernant le changement climatique, est intégrable ou n'est pas intégrable par le système capitaliste. C'est ça ma vraie question.
Dire si en fait la mobilisation écologique n'aboutit qu'à des transformations internes au capitalisme de ses priorités, par exemple de ses priorités énergétiques ou de ses priorités de consommation, ça sera intéressant, mais à la mesure du fait que ça se situera à l'intérieur du monde tel qu'il est en définitive. Or, je suis frappé de voir que de très grands groupes capitalistes américains sont à la tête de la protestation contre la décision de Trump de ne pas respecter l'accord de Paris. Alors ça m'intrigue un peu, ça. C'est-à-dire, je voudrais savoir, derrière la mobilisation climatique, si on n'est pas en train de nous expliquer que l'ordre du monde tel qu'il est dominé aujourd'hui, on est capable de la prendre en charge. Alors ce que j'aimerais que vous disiez, c'est le lien organique que vous voyez entre la solution du problème écologique et une transformation de l'organisation économique générale. C'est une question qui ne m'a jamais été claire. Parce qu'il existe un courant écologique qui est interne au système existant. Et donc, à mon avis, l'écologie est pour l'instant quelque chose d'ambigu quant à la question de l'existence effective de deux voies générales sur l'organisation de l'humanité. Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que par ailleurs, je pense que ce problème existe. Mais par qui va-t-il être traité? Qui est capable de le traiter aujourd'hui? Pour l'instant, l'écologie peut devenir, semble-t-il, un mot d'ordre des dirigeants de l'ordre établi, avec des contradictions entre eux. Bon, je vois bien que le gouvernement australien remet un projet gigantesque de mines de charbon terrifiantes, et je vois bien qu'à l'opposé, beaucoup de grands groupes américano-français jouent le jeu, ou déclarent jouer le jeu du réchauffement climatique. Donc il me semble que, pour employer un grand mot, la nature de classe de l'écologie est en suspens à l'heure actuelle. C'est-à-dire qui va diriger au fond la procédure et la nécessité est politiquement incertaine. Voilà. C'est ça ma question en fait. Alors on va prendre les deux questions d'un coup parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Oui, une question de militant fortement marquée par le contexte politique actuel, ça ne vous étonnera pas. Vous condamnez fortement la voie électorale, n'est-ce pas? Et on peut comprendre, en rappelant l'histoire que vous avez rappelée, et que je connais aussi. Sous quelle forme, philosophiquement, j'entends, envisagez-vous la voie de l'émancipation, entre guillemets, communiste, donc? Si ce n'est donc... est-ce que vraiment, je parle pour la France, par exemple, pour nous, précisément, cette voie électorale est piégée d'avance? Hein, qu'avons-nous d'autre? Que faire d'autre? Enfin, comment pouvoir agir autrement? Oui, bonjour et merci pour votre clarté. J'avais lu vos livres dont je vous connaissais. Je voudrais d'abord dire que j'ai échappé à la macromania. Et donc, je n'ai pas voté Macron, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, on peut y échapper. Et je pense aussi, alors là, je partage l'idée qu'il faut se battre pour des choses positives. Dans ma carrière dans mon expérience de syndicaliste, de politique, je me suis toujours battue contre cette idée qu'on allait se battre contre quelque chose. Et parce qu'après, lorsque l'on avait échoué, on rentrait et on avait le moral dans les chaussettes et on attendait la prochaine tuile qui nous tombait dessus. Mais moi, il y a quand même des choses qui m'intéressent. Bon, vous l'avez dit, hein, des partis qui disparaissent actuellement. Bon, on ne sait pas ce qui va apparaître, mais je pense que pour que ce qu'il faut, et vous l'avez dit, il faut faire donner aux gens l'idée qu'une alternative est possible, une autre alternative, qu'on peut vivre autrement, qu'on n'est pas obligé de vivre dans le malheur et l'austérité. Mais il me semble que ça se fera en se prenant aussi en charge.
Et je me rappelle qu'après l'échec du programme commun, on s'était dit, lorsqu'un programme sera en route, lorsqu'on fera un programme, il faudra que les masses s'en emparent. Et je ne sais pas, ça fait quoi, 30 ans ou 40, combien on se retrouve dans le 40 ans, on se retrouve dans la même disposition. Il faut que les gens se prennent en charge. Comment voyez-vous les choses? Oui, vos deux questions se rejoignent en un certain sens. Enfin, c'est sur c'est l'éternelle question que faire sous sa forme conjoncturelle précise. Je pense que probablement nous sommes dans une... Je suis convaincu que nous sommes dans une époque où ce qu'on appelle la politique doit être en partie réinventé. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Nous ne pouvons pas continuer sur aucun des modèles d'action politique que nous héritons du passé. Et nous sommes un peu dans le vide. Non pas qu'il y ait rien, il y a des consciences, il y a des actions, etc. Mais la politique elle-même doit être réinventée. Et il est évident que quand vous dites se prendre en charge, quand vous dites mais si ce n'est pas les élections, qu'est-ce que c'est, on est un peu dans une interrogation générale dont la solution n'est pas à portée de la main. Je pense que